Bonjour Philippe Lambert. Bonjour Damien. Et bienvenue dans votre quartier européen. Vous êtes eurodéputé, donc vous êtes un petit peu ici chez vous. Vous occupez d'énormément de matières. Nous, ce qui nous intéresse ici dans le Mobility Studio, forcément, c'est la mobilité. Et plus en particulier, une décision, plutôt un texte qui a été émis l'été dernier concernant la fin des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Alors justement, on a entendu, on a lu que l'Europe a décidé, Bruxelles a décidé. Finalement, quel a été votre rôle, le rôle du Parlement dans ce texte, dans cette peut-être future décision? Alors sur des textes comme ça, nous sommes deux à décider, le Parlement européen d'une part, qui doit voter à la majorité, et les représentants des États membres, ce qu'on appelle le Conseil des ministres, qui a également décidé à la majorité. Ce sont des matières qui se décident, qui ne requièrent pas l'unanimité. Donc, il suffit d'une majorité au Parlement et au Conseil pour que le texte devienne loi, on dit directive ou règlement en Europe. Et donc, en effet, en 2035, on ne pourra plus vendre de moteurs thermiques, en tout cas pour les voitures. Si on fait un parallèle avec un autre sujet qui n'a absolument aucun rapport, la fin de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver, on voit que des décennies après, on n'a toujours pas réussi à s'entendre. Est-ce que vous pensez que pour une matière aussi importante que la fin du moteur thermique, ça va aboutir vers une décision unique? C'est décidé, c'est décidé. Et en effet, le contraste est intéressant puisque ça fait des années qu'on parle de la fin de l'alternance heure d'été, heure d'hiver, mais il n'y a toujours pas de volonté de décider. S'il y avait une volonté de décider, donc on a décidé. Donc quand l'Europe est rapide, c'est qu'il y a la volonté d'avancer. Quand l'Europe est lente, c'est qu'il n'y a pas la volonté d'avancer. Okay. Alors cette décision a fait beaucoup de réactions, notamment dans le milieu automobile, trop rapide, trop extrême, perte d'emploi, à la clé, qu'on n'aura pas assez de bornes de recharge, etc. Comment vous réagissez à cela? Ils me font penser à ces étudiants qui, après 4 heures d'examen, n'ont encore rien foutu et demandent une rallonge en temps. Le fait que nous devions abandonner le moteur thermique, ne serait-ce que pour des questions de pollution, je ne parle pas de CO2, dans les villes est une évidence depuis longtemps. L'industrie automobile européenne a tout fait d'abord pour qu'on ne la régule pas, puis quand on l'a régulée pour que les normes soient aussi laxistes que possible, puis quand les normes se sont resserrées, ils ont commencé à tricher. Tout ça parce qu'ils ne voulaient pas investir dans la transition vers l'électrique. Entre-temps, le résultat de cette course de lenteur, c'est que les leaders de la voiture électrique aujourd'hui, ils ne sont pas européens, ils sont chinois ou américains. Alors parmi les critiques, justement, une de celles-là, et on l'a vu au dernier mondial de Paris, c'est l'arrivée massive de modèles chinois. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Est-ce qu'on va se faire, en gros, manger par les Américains ou par les Chinois? Si on se fait manger par les Chinois et les Américains, c'est parce qu'on leur a voulu. Autrement dit, parce que l'industrie automobile européenne, dont on peut dire qu'elle est à la pointe du progrès, a choisi de refuser le changement et en fait, si vous voulez, de traire la vache du moteur diesel aussi longtemps que possible. Le résultat, c'est qu'on est en retard. Alors certains constructeurs européens, comme Volvo, mais qui est chinois maintenant, sont en avance, mais la plupart d'entre eux pensaient qu'ils pourraient convaincre les législateurs de ne pas bouger. Et donc aujourd'hui, je le répète, s'ils sont en situation de faiblesse, c'est leur choix, c'est tout simplement le résultat du fait qu'ils n'ont pas voulu embrasser cette révolution technologique. Certains jugent également que ces décisions sont trop extrêmes par rapport à d'autres alternatives électriques. Par exemple, aujourd'hui, les moteurs range extender ou plug-in hybride, donc hybride rechargeable, ont des autonomies de 50 à 100 km. Elles ont l'avantage d'être beaucoup plus légères, d'être moins chères également, et permettent de rouler en 100% électrique, notamment dans les fameuses zones où on est ici, les zones basse émission, les zones urbaines. Ouais. Pourquoi aller vers le 100% électrique alors ? Alors parce qu'on veut réduire les émissions le plus possible et il y a des domaines où les émissions de CO2 seront quelque part incompressibles, en tout cas pour un certain temps, on pense à l'aviation. Et donc le raisonnement, c'est partout où on peut vraiment éliminer les émissions de CO2, on le fait parce qu'il y a des domaines où éliminer le CO2, ce sera trop difficile ou en tout cas, ça prendra beaucoup plus de temps. Et donc c'est pour ça que dans le domaine automobile, on a choisi le zéro émission. Un des arguments défendus par justement les constructeurs automobiles, vous en avez parlé par rapport aux camions, c'est tout ce qui est biocarburant. Est-ce que c'est pour vous une solution? Non, absolument pas, absolument pas. On va devoir nourrir 11 milliards de personnes sur cette planète. On pense que la population va se stabiliser à ce niveau-là. Utiliser des terres rares pour produire des carburants est un non-sens absolu. Et d'ailleurs, il faut les appeler des agrocarburants parce qu'ils n'ont rien de bio. C'est des agrocarburants. Quand on voit d'une part la destruction
destruction de biodiversité causée par ces monocultures, mais aussi l'épuisement des sols et l'accaparement des terres, parce que fondamentalement c'est ça. Déjà on bétonne souvent sur des terres arables, mais si en plus de ça on fait pousser des plantes qui servent à la mobilité, ben, on ne va pas manger. Et donc ça, il y a un choix à faire, et les agrocarburants, la réponse est non. Alors, ça peut être une niche pour les déchets organiques. Donc quand il y a des déchets organiques qu'on peut transformer en carburant, oui, mais ça ne peut pas être une solution de masse, c'est une solution de niche. À quoi ressemblera la mobilité automobile pour vous d'ici 2035 ? Ben, sa part dans la mobilité sera peut-être moins importante qu'aujourd'hui, et c'est pas plus mal. J'espère qu'on aura suffisamment investi dans le transport collectif pour qu'on ait un meilleur équilibre entre transport individuel et transport collectif. Mais je ne pense pas que la voiture individuelle va disparaître. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus que ce soit souhaitable. Il faut trouver un meilleur équilibre entre le transport individuel et le transport collectif. Et j'espère que d'ici 2030, on aura fait les investissements nécessaires. On connaît la saga du RER chez nous. On voit que là de nouveau, quand la volonté politique elle est branlante, ben on voit que les solutions tardent à arriver. Très grand merci à vous pour nous avoir éclairé sur l'avenir et votre rôle finalement dans cette transition, dans cette fameuse transition. Avec grand plaisir. J'aime rencontrer, ne serait-ce que par écran interposé, les citoyens pour qui je travaille en fait.